Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Conseil Lecture. Suite aux résultats d'un sondage organisé sur Instagram, nous allons parler de Pour en finir avec la repentance coloniale de Daniel Lefebvre. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Pour en finir avec la repentance coloniale est un essai historique écrit par Daniel Lefebvre en 2006. Cet ouvrage dément les idées reçues et mensonges sur la colonisation du 19e et 20e siècle, prônés par les repentants. Ceux que l'auteur qualifie de repentants sont ceux qui dénoncent la colonisation et qui la présentent comme étant le pire péché de l'Occident, lequel doit s'en repentir. Cette vision qui cherche à faire culpabiliser les Occidentaux sur le crime passé est souvent accompagnée de mensonges, d'anachronismes et d'un manque d'informations qui ont exaspéré l'auteur et l'ont poussé à écrire ce livre. D'ailleurs, l'auteur, parlons-en. Daniel Lefebvre est professeur d'histoire à l'université de Paris 8 et spécialiste du monde colonial et plus particulièrement de l'Algérie. Né en 1951 à Paris dans un milieu modeste, il s'engage politiquement dans la jeunesse communiste lors de ses années étudiantes. Cependant, lors du développement de sa thèse, ses opinions sur la colonisation changent. Avec les sources, les chiffres et en remettant les choses dans leur contexte, il révisa son jugement et publie en 1997 sa thèse intitulée Chère Algérie, contes et mécontes de la tutelle coloniale 1930-1962. Après cela, il devient maître de conférences, puis professeur d'histoire à l'université. Il publie de nombreux livres et articles, comme La guerre d'Algérie au miroir des décolonisations françaises en 2000, ou encore Pierre Mendès France et l'Algérie coloniale en 2012, avant de mourir en 2013. Maintenant, parlons du livre. Alors, avant de continuer, je tiens à préciser une chose. Il n'est pas question ici de glorifier la colonisation ou de nier les crimes commis par la France à cette époque. Cependant, ce n'est pas une raison pour raconter des mensonges et tenter de faire culpabiliser des gens qui n'ont aucune responsabilité avec les actes de leurs ancêtres. Voilà pour la mise au point. Nous pouvons commencer. Pour en finir avec la repentance coloniale est composé de 13 chapitres, qui démontrent chacun un ou plusieurs mensonges. Je ne vais pas tous les traiter, car sinon, vous n'auriez plus aucune raison de lire ce livre. Voici donc ceux qui m'ont le plus marqué. On va commencer par le premier chapitre pour le premier mensonge. La colonisation de l'Algérie avait un but génocidaire. Cette affirmation vient du fait que lorsque les Français prennent pied en Algérie en 1830, il y avait 3 millions d'habitants. Et en 1872, il n'y avait plus que 2 125 000 habitants. Pour les repentants, toutes ces morts sont dues à la France, ce qui prouve la volonté génocidaire de cette dernière. Mais pour Lefebvre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, les combattants algériens ne laissaient pas leurs morts derrière eux et n'ont pas effectué de comptage, ce qui empêche de croiser les sources et d'avoir un chiffre précis. Ensuite, entre 1865 et 1868, une grande sécheresse frappe l'Algérie et tout le Maghreb, ce qui entraîne de mauvaises récoltes et fait de nombreuses victimes de la famine, qui explique le déclin démographique jusqu'en 1872, ainsi que les 800 000 morts. Selon l'auteur, la campagne d'Algérie n'a pas fait 1 million de morts, mais plutôt entre 250 et 300 000 morts. Le reste est dû à la famine, car il ne faut pas oublier que si les Français sont intervenus en Algérie, c'était pour mettre fin à la piraterie berbère, dont Alger était un important repère, et non exterminer toute la population. Deuxième mensonge, la France a pillé ses colonies et ne doit sa puissance qu'à cela. Pas vraiment, non. Déjà, pour commencer, en 1885, la France était déficitaire. Elle importait plus de matière que ce qu'elle exportait. Deuxièmement, du milieu du 19e siècle au milieu du 20e siècle, un État industrialisé comme la France avait principalement besoin pour survivre de fer, de charbon et de blé. Et tout ça, elle en avait déjà, mais pas en quantité suffisante. Donc elle en importa, depuis la Belgique ou l'Angleterre, tandis que l'apport des colonies pour ces matières était négligeable. Les colonies ont surtout fourni à la France des matières plus secondaires à son industrie, comme le coton, le tissu, le café ou les épices. Et même là, l'empire colonial n'a pas suffi à combler les besoins de la France, car les importations étaient insuffisantes. Enfin, dernier point que l'auteur souligne, la colonisation a ruiné la France. L'un des objectifs de la colonisation était de développer suffisamment les États africains et asiatiques
pour pouvoir commercer avec eux. La France a beaucoup investi dans cette optique. Pour cela, la France achetait certains de ses produits à ses colonies pour les développer, et souvent plus cher que sur le marché international. Pour l'Algérie par exemple, c'était 68% plus cher que la France achetait ses produits. Au final, la colonisation a surtout profité aux riches propriétaires et commerçants européens présents dans les colonies, mais pas à l'État français et encore moins à la population. Troisième et dernier mensonge, les immigrés issus des colonies ont reconstruit la France. Non, je ne crois pas, non. En réalité, selon le livre, les immigrés issus des colonies, à l'époque de la colonisation, n'étaient pas aussi nombreux en France. Pour commencer, en 1911, le nombre d'immigrés en France était de 1 160 000, soit 3% de la population. Et surtout, 9 sur 10 venaient de pays européens voisins de la France, Belgique, Italie, Espagne, Portugal ou Pologne. Les travailleurs issus des colonies n'étaient que quelques milliers, mais à partir de 1945, c'est légèrement différent, car après les guerres mondiales, la France a besoin de main-d'œuvre. 390 000 Algériens viennent alors en France. Donc on peut dire qu'ils ont reconstruit le pays, non ? Non. Enfin si, mais pas autant que ce que l'on peut croire. Car même si les Algériens étaient de plus en plus nombreux en France, en 1962, ils ne représentaient que 16% des étrangers, derrière les Polonais et les Italiens. Et puis surtout, en 1951, les immigrés coloniaux représentaient à peine 1% des actifs. Difficile de dire après ça que les Algériens ont reconstruit la France. Pour conclure, Pour en finir avec la repentance coloniale est un très bon livre qui rétablit des vérités sur la colonisation. Encore une fois, l'objectif de l'auteur n'est pas de montrer que la colonisation était quelque chose de positif, mais plutôt de rappeler aux repentants que l'histoire est complexe et n'est pas manichéenne. Pour le citer, entre leurs mains, l'histoire endosse une nouvelle mission. Elle est chargée désormais de dire le bien et non le vrai. Elle doit juger plutôt qu'inviter à connaître et à comprendre.